En 50 ans, on n'avait que 264 collèges. Aujourd'hui, nous sommes à 902 collèges. C'est-à-dire que plus de 600 collèges ont été construits. Et pour moi, en 15 ans, on n'a plus la même jeunesse. Aujourd'hui, vous avez des jeunes dont le premier réflexe, aujourd'hui, c'est de trouver une opportunité de formation et d'insertion. Alors qu'avant, les jeunes Ivoiriens étaient considérés comme des fêtards. D'ailleurs, ici, nous sommes dans un espace où un jeune a été aidé. On a des fonds de garantie auprès donc, de certaines banques et on a financé énormément de jeunes. Dans chaque mairie, on a un guichet emploi. Oui, on finance, oui, on forme. Chaque année, on forme des centaines de jeunes. Parce que pour moi, il n'y a pas une jeunesse ivoirienne. Il y a des jeunesses ivoiriennes. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Alors, pour rappel, nous sommes avec monsieur Mamadou Touré, qui est ministre de la Jeunesse, plus précisément ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Donc, cet échange, il sera articulé sur un programme phare, le programme Jeunesse du gouvernement, qui a 3 axes principaux. Le premier, c'est l'accélération de la formation de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Le second, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Et enfin, l'amélioration des conditions d'épanouissement et du bien-être des jeunes. Alors, je vais passer la parole à M. Diomandé pour la suite. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui a fondamentalement changé dans la situation des jeunes en Côte d'Ivoire? D'abord, vous devez savoir qu'en 2010-2011, lorsque le président Alassane Ouattara arrivait, c'était dans un contexte particulier. On sortait d'une décennie de crise. Et vous savez, lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a guerre, il n'y a pas forcément de politique cohérente en faveur des jeunes. Donc les secteurs les plus impactés, l'éducation, l'emploi. Et pendant ces 10 ans, de 2000 à 2010, beaucoup d'emplois ont été perdus parce qu'il n'y avait plus d'investissement, il n'y avait plus de création d'entreprises. Notre école a été impactée et qui dit école impactée parle de la qualité de la formation des jeunes. Un jeune qui n'est pas bien formé a très peu de chances d'avoir donc du travail. Et puis pendant la crise, il y a eu de part et d'autre, au nord comme au sud, des groupes d'autodéfense. Beaucoup de jeunes sont rentrés dans la rébellion ou dans les groupes d'autodéfense comme seule possibilité pour eux d'avoir une activité. Et donc il fallait gérer tout ça. Et ce lourd héritage, près de 4 millions de jeunes qui étaient donc sur le marché sans possibilité. Tous ces jeunes qui étaient armés, pendant 10 ans, ils n'ont été habitués qu'au maniement des armes. Il fallait les démobiliser, mais leur offrir aussi une perspective. Et c'est tout ça que le président Ouattara, avec son équipe, a essayé de changer. Donc, dès 2011, les premières réformes ont commencé. Il fallait d'abord réussir la démobilisation, le désarmement et la réintégration des ex-combattants. En 2015, juin 2015, près de 95% des ex-combattants ont été démobilisés, désarmés et réinsérés. Il fallait réformer notre système scolaire. Donc, vous avez les résultats aujourd'hui. En 50 ans, on n'avait que 264 collèges. Aujourd'hui, nous sommes à 902 collèges. C'est-à-dire que plus de 600 collèges ont été construits. Il fallait réformer notre système d'enseignement technique et professionnel. Parce que des jeunes qui veulent faire des métiers, ils doivent être qualifiés. Donc ces réformes sont en cours depuis 2016. Il fallait redonner l'espoir à cette jeunesse-là. Et je pense que si quelque chose a changé, c'est vraiment ça. Et pour moi, en 15 ans, on n'a plus la même jeunesse. Aujourd'hui, vous avez des jeunes dont le premier réflexe, aujourd'hui, c'est de trouver une opportunité de formation et d'insertion. Lorsque les jeunes vous approchent, c'est relativement à leurs besoins d'insertion professionnelle et d'épanouissement. Alors qu'avant, les jeunes Ivoiriens étaient considérés comme des fêtards. Mais aujourd'hui, je pense que la dynamique a changé. On va sans plus tarder passer à la phase des échanges. Je vais, si vous me le permettez, donner la parole à notre première intervenante. Il s'agit de mademoiselle Boli Nancy. Soyez le bienvenu, monsieur le ministre. Alors, j'ai 29 ans. Je suis une jeune entrepreneur agricole. Spécialement, j'ai à mon actif un champ de manioc à Yakassé, de 2 hectares à Yakassé et à Tobrou. Et mon ambition est vraiment de pouvoir développer encore ma production. Alors, ma question est à 2 volets. J'aimerais savoir comment bénéficier d'un accompagnement financier, bien sûr, en vue de pouvoir mettre en place une unité de transformation du manioc
et aussi savoir est-ce qu'il était possible de pouvoir former mon personnel. Est-ce que vous avez connaissance de structures publiques de l'État d'accompagnement des jeunes? Oui, bien sûr. Quelle structure, par exemple? Enfin, l'un de vos départements. Agence emploi jeunes? Oui, l'agence Est-ce que vous emploi avez jeune. approché de l'agence emploi jeunes? Non, pas Pourquoi? encore. D'accord, je vais le faire. Non, je n'ai pas dit de le faire, moi je veux comprendre. Parce que ça fait quand même depuis 10 ans que cette structure existe et la structure aide énormément de jeunes. D'ailleurs, ici, nous sommes dans un espace où un jeune a été aidé. Moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, dans les démarches administratives, lorsque vous avez besoin d'un acte de naissance, vous allez à la mairie. Si vous avez besoin d'un certificat de nationalité, vous allez au palais de justice. Mais si vous voulez un emploi, il faut aller, ou un financement, il faut aller vers les structures publiques en charge de ces questions. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a l'agence emploi jeune qui fait du financement. On a des fonds de garantie auprès donc, de certaines banques et on a financé énormément de jeunes. Mais il y a aussi, en dehors de mon ministère, le ministère du Commerce et de l'Industrie, vous avez le GUD, le guichet unique de développement des entreprises, qui a des démembrements, Côte d'Ivoire PME, etc., qui constitue un fonds de garantie et qui permet aujourd'hui de financer donc, des jeunes. Donc vous avez soit la possibilité, vous avez quel âge? 29 ans. 29 ans. Et vous cherchez combien? 2 500 000. Bon, 2 500 000, allez au prochain guichet emploi pour solliciter un financement. D'accord. Voilà. Merci donc c'est bien, l'agence emploi jeune. D'accord. Merci bien, monsieur le ministre. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site, vous avez toutes les informations sur les démarches à effectuer pour avoir donc des financements. D'accord. Okay. Merci bien, monsieur le ministre. Prochain intervenant, monsieur Konaté Souleymane. Bienvenue chez vous, monsieur le ministre. J'ai 29 ans, je fais la mécanique moto. Donc, il y a bien un financement pour agrandir mon garage et faire un magasin de pièces détachées de moto. Tu connais l'agence emploi jeune? Pardon? Tu connais l'agence emploi jeune? Non. Agence emploi jeune? Non. Tu ne sais pas c'est quoi? Où les jeunes vont pour chercher financement? Si. Est-ce que tu as déjà été là-bas? Non. Mais pourquoi? Non, tu n'es pas allé parce que tu ne crois pas que c'est vrai. Tu n'es pas allé parce que tu penses que c'est trop compliqué. Oui, si. Donc pourquoi? Moi, en tant que ministre, j'ai bien le comprendre. Pourquoi un jeune comme toi ne va pas vers l'agence emploi jeune? Bon, franchement... Dis-moi la vérité, on a bon, j'ai eu peur. Parler, oui. J'ai eu peur d'aller. Tu as eu peur? Oui, d'aller. Tu as eu peur de quoi? Hein? J'ai eu peur d'aller faire des demandes. Pourquoi tu as eu peur? Bon, j'ai eu peur comme ça. Mais si tu as peur, tu as entendu quoi? Ou bien qu'est-ce qu'on t'a dit et puis tu as eu peur? Moi, bon, il y a une fois vu avec mon patron. Il y a une fois vu avec mon patron, il allait prendre prêt, mais pour payer, c'était un problème pour lui. Oui. Voilà, c'est ça qui m'a fait peur. D'accord. Mais tu sais que dans la vie, moi je ne connais pas d'entrepreneur dans le monde qui a pu réussir sans prendre prêt. Le plus important, quand tu prends le prêt, c'est de t'assurer que ce que tu vas faire là, ça marche. Et que tu auras les ressources pour rembourser. Si. Mais si tu ne prends pas de prêt, comment tu vas faire? C'est compliqué. Et tu avais besoin de combien? 1 500 000. Mais est-ce que ton activité marche? Si. Tu es sûr? Oui, oui. Donc si tu prends un prêt, tu pourras rembourser? Oui. Mais donc va prendre le prêt. Pas de souci. Hein? Où se trouve l'agence emploi jeune? Tu ne sais pas. Bon. Dans chaque mairie, on a un guichet emploi. Donc dès demain, ou lundi, tu vas au guichet emploi et puis tu expliques donc ton projet. Ils vont regarder, ils vont visiter ton site et puis ils diront, peut-être même que tu demandes 2,5 millions, c'est ça? Mais peut-être que c'est 1 million qu'il faut pour commencer. Ou peut-être même les 2,5 millions, c'est insuffisant même par rapport à ce que tu veux faire. Donc ils vont t'aider à bien évaluer ton projet et puis ils te diront ce qu'ils peuvent faire en termes de financement. Mais il ne faut pas avoir peur. D'accord. Ton patron, il a remboursé ou pas? Bon, si, il a remboursé, mais c'était voilà. Un peu difficile pour lui. Oui, c'est difficile, mais il a remboursé. Oui, oui. Donc toi aussi, va, prends, travaille bien et puis rembourse. On a aussi M. Yen Martial. Akwaba, monsieur le ministre, c'est une grâce de vous rencontrer. J'ai 27 ans, je suis jeune tassimètre. Je demande si possible, est-ce qu'on peut avoir la chance d'être formé professionnellement ou si on peut avoir des prêts pour pouvoir réaliser nos vœux. Avec le ministère des Transports, on a mis un programme qu'on a lancé en 2023, 500 taxis pour 1000 jeunes. D'ailleurs, dans quelques jours, on va remettre
une soixantaine de taxis à des jeunes. Donc, oui, mais encore faut-il que tu aies à l'information. Parce que si tu me poses la question, ça veut dire que tu ne t'es même pas renseigné pour savoir si ça existe. Oui, monsieur le ministre. Oui, quoi, tu t'es pas renseigné. Je n'ai pas été informé, monsieur le ministre. Mais comment est-ce que tu es informé? Est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux? Non, monsieur le ministre. Tu n'as pas de téléphone? J'ai un téléphone Android, mais je ne me concentre pas beaucoup. Tu ne te connectes pas beaucoup, mais de temps en temps, tu te connectes. Oui, monsieur le ministre. Mais est-ce que quand tu te connectes de temps en temps, tu cherches les pages où on parle d'emploi, tout ça? Non, monsieur le ministre. Qu'est-ce que tu regardes en général? Monsieur le ministre, pas grande chose. Oui, mais petites choses là, c'est quoi? Souvent les informations, si tu toques, c'est tout, monsieur le Informations ministre. sur quoi? Les bérets, quoi? Non, monsieur le ministre. C'est quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Souvent dans les nouvelles, si tu toques, qu'on nous informe, comme les accidents, comme ça, souvent dans les Les menaces. nouvelles où ils mentent beaucoup, là, où ils inventent les choses, c'est ce que toi tu regardes. Par TikTok, là, il y a beaucoup d'intoxication. Il faut chercher les pages où on cherche financement, où on cherche projet. Et puis tu vas à la mairie ici, il y a un guichet emploi. Oui, on finance, oui, on forme. Chaque année, on forme des centaines de jeunes. Chaque année, il y a beaucoup de jeunes qui sollicitent un financement. Ils veulent faire les yango, ils veulent faire les taxis et puis on les finance. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je me rends, de la manière vous avez dit, je me rends à la mairie, avoir des informations pour voir. Mais quand tu vas à la mairie, tu demandes le guichet emploi. Là, ils vont te recevoir et puis tu dis ce que tu veux. Là, on va passer sur le troisième axe, qui est l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Donc à ce chapitre-là, il y a 3 petits points qu'on aurait aimé évoquer avec vous. La question du décrochage scolaire. Donc c'est une thématique qui est vraiment d'actualité. On voit de plus en plus de jeunes qui arrêtent le cursus scolaire avant même d'avoir les premiers diplômes. Donc à ce niveau, quelles sont les politiques mises en œuvre pour les réinsérer ou sinon pour leur offrir une autre option vu que le chemin de l'école n'est plus celui qu'ils empruntent? D'abord, ce que vous décrivez, c'est une réalité, hein, mais qui peut avoir plusieurs raisons. Il y a souvent l'environnement familial même qui fait qu'il n'y a pas un suivi des enfants et qui décrochent parce que les parents souvent ont démissionné. Et puis, moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui disent « Monsieur le ministre, j'ai dû arrêter les études parce que j'ai perdu mes parents et j'ai dû arrêter pour travailler, pour m'occuper de ma maman, pour m'occuper de mes petits frères. » Et qui, peut-être à un moment donné, ont envie d'avoir un coup de pouce pour continuer. C'est pour ça que le gouvernement, dans sa réponse au problème des jeunes, on traite toutes les catégories de jeunes. Parce que pour moi, il n'y a pas une jeunesse ivoirienne. Il y a des jeunesses ivoiriennes. Parce qu'un jeune, par exemple, qui fait la mécanique n'a pas la même préoccupation qu'un jeune diplômé de l'université. Ou bien un jeune qui a travaillé, qui se retrouve au chômage. Et donc, on a une série de mesures pour aider. Donc, ceux qui ont décroché, il y a le concept de l'école la deuxième chance. C'est-à-dire soit dans les centres de service civique, soit dans les formations par apprentissage, où on leur apprend un métier, et ce qui leur permet donc de se réinsérer donc, dans la vie professionnelle. D'accord, merci Monsieur le ministre. Ça nous amène directement à un autre point du même axe. Vous avez parlé de la situation familiale. Et il s'agit de la préservation des jeunes en ce qui est des comportements à risque. Tout à l'heure, vous avez évoqué par exemple le cas de TikTok, sur lequel on voit pas mal de choses aujourd'hui sur les réseaux en termes d'attitude, qu'elles soient peu citoyennes, on va dire peu en accord avec nos valeurs africaines et familiales. Donc à ce niveau, il y a souvent des questions qui s'élèvent au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse. Que fait notre ministre alors qu'on voit pas mal de jeunes être exposés à des comportements à risque et les répéter en fait? Mais moi, je vais être très franc avec toi. Hein. Les actions du ministre ou du ministère sont limitées. Parce que malheureusement, on est dans une société donc, de consommation. Et malheureusement, ces plateformes numériques véhiculent tout. Je pense qu'il y a une réflexion plus globale au niveau de l'État, mais même à l'international. De plus en plus, beaucoup de pays s'interrogent sur les contenus diffusés donc, par ces plateformes, qui souvent ne sont même pas, je parle en termes de contenu, ne sont même pas bons pour les jeunes. Et donc, il y a des pays qui prennent des lois pour restreindre, mais en même temps, on nous dit qu'il y a la liberté donc d'expression, et donc il faut laisser les gens s'exprimer, etc. C'est pour ça que nous, on met l'accent avec le ministère de la Communication en lead sur la sensibilisation. Donc, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation. L'année dernière, c'est plus de 4 millions de jeunes qui ont été sensibilisés sur différents fléaux, contre différents fléaux. Et ce qu'on vous demande, c'est de dire, écoutez, ne consommez pas tout ce que vous voyez sur TikTok, sur Facebook, etc. Il faut faire preuve de responsabilité. Si je sais qu'un contenu n'est pas bon, je ne partage pas.
Et même si je vois une information, je cherche à aller vérifier avec d'autres sources pour voir si c'est vrai ou pas. Mais consommer directement et partager, c'est se rendre complice aussi donc des fléaux qu'on constate. Donc moi, je voulais vous demander vraiment d'être beaucoup responsable sur les réseaux sociaux. Il y a tout sur les réseaux sociaux. Il faut faire le tri. Et surtout, aller prendre ce qui est bon pour vous. Les messages de haine, les contenus qui portent atteinte aux bonnes mœurs. Mais quand vous les voyez, il faut les signaler, puisque ces médias sociaux permettent de signaler et refuser de diffuser. Souvent, vous voyez des informations qui ne sont pas vraies ou qui choquent, mais vous vous sentez obligé de partager ça à vos entourages. Mais en partageant ces informations, vous participez à faire vivre donc, ces informations, notamment l'intoxication, les fake news, etc. Monsieur le ministre, si vous me permettez, vous conviendrez avec moi que de nos jours, les accidents que nous trouvons sur nos routes, 90% des conducteurs sont généralement jeunes. Ma proposition, je souhaite que vous voyez aussi avec vos collègues du ministère des Transports pour que les jeunes qui demandent l'obtention d'un permis, qu'on puisse les former au service civique afin qu'ils puissent prendre conscience aussi du fait que la vie humaine est très sacrée. Le ministère du Transport fait déjà beaucoup. Hein. Moi, je vois un peu les campagnes de sensibilisation à la télé. Mais je note votre proposition. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a une dispositif assez flexible pour accueillir, dans le cas de programmes spécifiques tels que le transport, des conducteurs qui peuvent passer quelques jours dans un centre de service civique pour apprendre les valeurs du civisme. Bon, donc je note, mais on va regarder la faisabilité. Voilà. Il n'y a pas forcément une grande visibilité des actions menées en ce qui est de l'inclusion de la jeune fille et des personnes en situation de handicap. Donc à ce niveau, ce qu'on aimerait également savoir, c'est quels sont les projets phares, sinon les actions menées en ce sens-là. Bon, alors, si on parle de façon générale, depuis bientôt 15 ans, le président Ouattara a fait beaucoup pour la promotion des femmes. Il y a déjà une loi qui a été prise. Et aujourd'hui, tout ce qu'on fait, la question du genre est au cœur. Qui parle de genre, parle de l'équilibre homme-femme, parle donc de la situation des personnes en situation de handicap. Nous avons instauré le fait que 2% de nos bénéficiaires soient forcément au moins des personnes en situation de handicap. 2%. Et nous mettons un accent particulier sur le fait qu'au minimum 30% des bénéficiaires soient des femmes. Mais je peux te dire aujourd'hui que près de 60% de nos bénéficiaires, tous programmes confondus, sont des femmes. Donc si l'inclusion doit être mesurée à travers l'impact, quand on prend 60% des bénéficiaires qui sont des femmes, je peux dire dans 15 ans on a réussi. On a réussi à faire en sorte que la plupart donc, des personnes qui reçoivent des financements pour les projets jeunes sont des femmes. La plupart des jeunes qui font les travaux à haute intensité de main-d'œuvre sont des femmes. La plupart des jeunes qui bénéficient de financement à visée, non, de formation à visée d'insertion sont des femmes. Donc aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont prises en compte dans le programme gouvernemental parce qu'il y a une volonté politique affichée par le président de la République. Notre hôte de ce jour, M. Osei, qui est à ma droite, est bénéficiaire justement de cette politique mise en œuvre depuis plusieurs années. Il a bénéficié de financement et d'accompagnement et il a pu mettre en œuvre, sinon asseoir, l'entreprise que nous avons. Bon, moi, je suis Osei Kakou Charles, bénéficiaire du projet C2D2, emploi jeune. J'ai suivi une formation professionnelle et obtenu un diplôme CAP et PT dans le domaine de la soudure. Je ne me suis pas installé comme ça. J'ai suivi une formation avec un maître artisan. Et après la formation, j'ai acquis beaucoup d'expérience et je suis venu m'installer à mon propre compte. Et le ministère est venu me voir, m'apprécier, m'encourager. Parce que le financement, comment je l'ai eu, c'est de bouche à oreille. Et je suis allé m'inscrire et ça a marché. Et j'emploie actuellement 4 personnes pour la formation d'apprentissage. Donc pour clôturer, on a un petit exercice auquel nous aimerions que vous participiez. Donc on va vous équiper rapidement. Ok. Bon, on va y aller.